Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines, de la politique aux faits divers, en passant par la santé. On va tous être pucés. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Ou tout simplement gagner de l'argent. I say what I know, so you better listen to me. Des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. « 6 janvier 2021. La démocratie américaine vacille. Deux mois après l'élection présidentielle, le monde entier assiste incrédule à l'invasion du Capitole par des milliers de manifestants. Le 6 janvier, j'ai ressenti du dégoût. J'ai tout vu se dérouler en direct. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'est la stupeur complète. C'est la prise de la Bastille. Une insurrection orchestrée et instrumentalisée depuis des mois par un homme, Donald Trump. Donald Trump est le symptôme d'une maladie et c'est lui qui, en plus, par son comportement, a permis à la fièvre de monter. Un président qui, depuis le début de son mandat, a disséminé les graines du doute et a su remobiliser l'Amérique conservatrice. Il n'oublie pas, et on n'oublie pas, que 74 millions d'Américains ont voté pour lui et que le Parti républicain s'est complètement rangé derrière Trump. Manipulation, fausses informations, Donald Trump a persuadé ses partisans qu'il était la victime d'une fraude électorale. Ils semblent tous adhérer à ce qu'on appelle le grand mensonge, qui dit que Trump est encore président et que l'élection leur a été volée. Une théorie du complot largement propagée grâce au fonctionnement des plateformes sociales qui, sous la pression, ont été forcées d'agir. Mark Zuckerberg and Facebook bear partial responsibility for Wednesday's events. Lutter contre les fausses informations, ça va coûter tout simplement des milliards et des milliards de dollars. Et pour le moment, il semblerait que ni Facebook ni Twitter n'aient envie de dépenser cet argent. Facebook and Instagram locked his account. Twitter also locked the president's account. Facebook et Twitter ont agi beaucoup trop tard. Donald Trump a suffisamment distillé son complotisme pour que ses sympathisants le fassent maintenant à sa place. Comment Donald Trump a-t-il réussi à prendre le pouvoir sur les conservateurs américains? Comment a-t-il réussi à étendre la base des militants habituels et à mettre en place un vaste mouvement de déstabilisation de la démocratie dont la prise du Capitole n'est que le symptôme? Il a mis en place un nouveau modèle. Donc avant de se demander comment se remettre de cette période, nous devons nous demander si cette période est terminée. Donald Trump, un président qui a fait de sa défaite politique une victoire idéologique. We will see you soon. Thank you very much. Les États-Unis sont depuis environ 2 mois victimes de la pandémie de Covid. Il y a dans la société états-unienne l'angoisse par rapport à une pandémie pour laquelle il ne paraît pas y avoir de réponse médicale scientifique. À ce moment-là, les gens ont peur. Ils se posent des questions quant à leur avenir. Des rues vides, des citoyens calfeutrés chez eux, une économie à l'arrêt. Il y avait beaucoup d'Américains qui étaient prêts à croire n'importe quelle autre explication. Et un personnage comme Donald Trump, qui se nourrit de ce genre de désinformation et de théories du complot, a su parfaitement en profiter. Thank you very much. Le 7 avril, à la Maison-Blanche, en pleine pandémie, Donald Trump pose les bases de ce qui va devenir son plus grand mensonge. Interrogé sur une élection locale, Donald Trump accuse les démocrates d'être capables de manipuler un scrutin.
À 7 mois de la prochaine élection présidentielle, il formule pour la première fois l'idée d'une fraude électorale. Now, mail ballots, they cheat, okay? People cheat. Mail ballots are a very dangerous thing for this country because they're cheaters. They go and collect them, they're fraudulent in many cases. En cause, le vote par correspondance qui, en raison du confinement, se généralise. L'une des raisons pour laquelle Donald Trump a choisi de se concentrer sur le vote par correspondance est qu'historiquement, les républicains ont tendance à voter en personne le jour de l'élection. Et les démocrates, eux, ont tendance à voter par correspondance ou par vote anticipé. Trump est un génie, hein. À sa manière brute et non conceptuelle, il sent les choses et il a compris que la vérité n'avait aucune importance. Et bien sûr, la fraude électorale est pour Trump un moyen de préparer son électorat au refus de la défaite, une défaite qui apparaît à ce moment-là probable, voire même très probable. Une idée qu'il décline pendant les semaines qui suivent, jusqu'au 26 mai. Il n'y a pas moyen, zéro, que le vote par correspondance soit autre chose que substantiellement frauduleux. Il utilise Twitter, pourquoi? Parce que la caisse de résonance est énorme. Et donc, quand il publie ses premiers messages pour évoquer le vol possible de l'élection, ça parle directement aux supporters. Grâce à ses 80 millions d'abonnés, le message du président américain est largement relayé par ses partisans. C'est le point de départ de la rumeur. Le noyau dur de l'électorat qui a soutenu Trump pense qu'il les écoute et comprend leur frustration et leur colère. Alors quand il a commencé à parler de fraude électorale, de vote par correspondance frauduleux, de fonctionnaires électoraux corrompus, ils ont cru ce qu'il leur disait. Le terrain était fertile. Un tweet partagé près de 40 000 fois en à peine quelques minutes. Très vite après la publication, Twitter réagit. Il n'y a pas de censure du message, il y a simplement une sorte d'alerte, une bannière qui précise que l'information peut être une fausse information et qu'elle doit être vérifiée. Une décision qui pourrait sonner comme un changement de cap, mais un changement frileux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces plateformes, c'est des boîtes américaines, qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est quasi absolue. Quand les réseaux sociaux, et notamment les GAFA de la côte ouest de San Francisco, commencent à mettre un peu le holà sur des messages présidentiels, ça conforte la base trumpiste. C'est de dire, regardez, ces grandes entreprises ultra-démocrates vont essayer de le faire taire. Because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. De fin mai jusqu'à l'élection de novembre, Donald Trump installe l'idée que son rival, Joe Biden, va manipuler le scrutin. Une fausse information qui passe presque inaperçue, tant le président a habitué l'Amérique à ses excès. Avec plus de 30 000 mensonges depuis le début de son mandat, Donald Trump a anesthésié l'opinion. We will win. And we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are now less than 2 hours away from the polls opening across Texas for today's election. Businesses in the city are taking steps to secure their property. It's like they're preparing for a hurricane. Mardi 3 novembre 2020, l'Amérique vote et se barricade. On est dans une ambiance de tension extrême car rarement une élection n'a suscité autant de passion. I'm going to vote for Donald Trump. This country needs someone that runs the business of this country. The past 4 years, I've been ashamed to be an American. Je dirais qu'à ce moment-là, l'Amérique est plus polarisée et divisée qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire moderne. Donald Trump affronte Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama. Le jour de l'élection, déjà quelques millions d'Américains ont voté par correspondance. On voit beaucoup de monde dans les bureaux.
On sait que la participation va être élevée. En fin de journée, dans un climat de tension de plus en plus palpable, le dépouillement des bulletins se prolonge. Le résultat ne tombe pas. And the uncertainty. Will we know the winner tonight? Or are we in for an election cliffhanger? Quand les premières projections arrivent, on réalise qu'il n'y aura pas de raz-de-marée démocrate. On réalise aussi que ça va se jouer à, je ne sais plus, 10 ou 20 000 voix près. Au milieu de la nuit, dans les deux camps, l'incertitude règne toujours. Personne ne sait encore qui a gagné. Et pourtant, vers 2 heures du matin, à la Maison-Blanche, Donald Trump prend la parole. Trump, ces jours-là, c'est une cocotte minute. Il est dans le déni absolu. C'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas avoir été battu par Joe Biden. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Donald Trump n'a qu'un seul but, installer le doute dans la tête de ses partisans. We're going to go right to the president. Dès le lendemain, en direct à la télévision, il affirme à nouveau avoir gagné. I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes... Donald Trump soutient que seule une fraude pourrait le faire perdre. Mais au bout de 35 secondes, la chaîne MSNBC le coupe en plein direct. Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. Avec mon œil d'observateur français et européen, j'étais un peu sidéré qu'on ne donne pas la parole à Trump ce soir-là, quoi qu'il ait à dire. Est-ce qu'il y a un effet contre-productif ? C'est-à-dire conforter les militants trumpistes les plus durs dans l'idée qu'ils sont seuls face aux marigots de Washington, face aux institutions et face aux grands médias. Sans doute que ça les conforte un peu. Pour les électeurs de Trump, il n'y a plus aucun doute, l'élection leur a été volée. We want our freedom for the world! Give us our freedom, Joe Biden! Joe Biden's covering up this election! He's stealing it! Alors que l'Amérique retient son souffle dans l'attente des résultats, les soutiens de Donald Trump se lancent dans une bataille numérique pour sauver leur candidat. Certains vont créer à dessein de fausses informations, les fameuses fake news. D'autres vont simplement retweeter ces informations et on va avoir une impression d'argumentation, d'éléments comme preuve de la théorie de Trump. Très vite, les fake news s'accumulent. Disgusting. Des machines à voter auraient été volées à Détroit. En Arizona, des bulletins auraient été falsifiés avec des feutres indélébiles. De fausses informations relayées par la famille de Trump. Le 4 novembre, son fils Eric Trump partage une vidéo sur des bulletins soi-disant brûlés. You gotta do what you gotta do. Le lendemain, l'autre fils, Donald Trump Jr., va même plus loin et appelle à la guerre totale contre la fraude électorale. On est ici dans l'idée que si nous ne gagnons pas dans les urnes, la seule solution, c'est de gagner par les armes. La guerre totale, c'est bien un appel à l'insurrection. Finalement, après 4 jours de dépouillement, Joe Biden devient officiellement, le 7 novembre, le nouveau président élu. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. Un appel qui ne semble pas avoir été entendu. De plus en plus d'Américains sont persuadés que Donald Trump est la victime d'un complot politique. « 7 novembre 2020. Conférence de presse des avocats au Four Seasons de Philadelphie, 11h.
Au départ, il voulait le faire dans un hôtel Four Seasons. Et l'équipe de campagne de Trump convoque les journalistes dans une jardinerie qui s'appelle aussi Four Seasons à Philadelphie, qui est située dans une zone industrielle absolument sinistre. Et c'était juste une erreur de réservation. Wow, what a beautiful day. Thank you. Thank you for coming. Ça dit quand même quelque chose de l'amateurisme à ce moment-là de l'équipe qui entoure Trump. Au lendemain de l'annonce officielle des résultats, Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite. Son équipe, dirigée par Rudy Giuliani, avocat et ancien maire de New York, reprend la théorie de la fraude martelée depuis des semaines. As you know, from the very beginning, the mail-in ballots were a source of some degree of skepticism, if not a lot of skepticism, as being innately prone to fraud. Le camp Trump dit fraude, 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 mais est incapable de donner des exemples précis, étayés, chiffrés de fraude. One last question. Les journalistes disent mais qu'est-ce que vous allez plaider, comment vous allez le prouver? Et à ce moment-là, Giuliani, dans une logique très trumpienne, dit mais vous allez voir, nous vous réservons des surprises, nous allons avoir énormément d'éléments. There certainly is enough evidence to disqualify a certain number of ballots. Le même jour, sur les réseaux sociaux, la contestation s'emballe. Un hashtag prend de l'ampleur. Stop the steal. Arrêtez le vol. Les théoriciens du complot et les personnes qui diffusent des fausses informations adorent utiliser les hashtags. Car lorsque le hashtag prend et devient suffisamment fort, les plateformes donnent toujours la priorité à ce genre de contenu. Sur Twitter, le hashtag devient alors l'un des meilleurs alliés des pro-Trump. Ce mot-clé, précédé du symbole dièse, leur permet d'une part de fédérer une communauté, mais aussi de recruter de nouveaux soutiens. Le Graal d'une campagne avec un hashtag, c'est d'être dans ces tendances, parce que tant qu'on n'est pas dans ces tendances, on n'existe pas. Plus un hashtag est rapidement partagé, plus il a de chances de se retrouver dans ce qu'on appelle les tendances Twitter, les sujets les plus partagés sur la plateforme. Résultat, en quelques jours, le hashtag Stop the Steal est vu par des centaines de milliers de personnes. Même les gens qui, normalement, ne s'intéressent pas à ce genre de contenu, là, la plateforme lui dit « Regarde, il y a énormément de gens qui parlent de ça, qui utilisent ce hashtag, ça pourrait toi aussi t'intéresser. » Et évidemment, ça fonctionne. Puisque si vous avez dit pendant 7 à 8 mois à votre électorat « Si on perd, c'est la faute de la fraude », quand vous dites « Stop the steal », il n'y a pas de problème. Et ça décolle tout de suite. Quelques heures après la conférence de Giuliani, le hashtag envahit les rues américaines. Un hashtag peut être puissant en politique, mais il est extrêmement rare de voir un hashtag se transformer en un véritable mouvement politique dans la rue. Biden will not be my president. He is a fraud. Stop the steal. We will water the tree of liberty. On voit débarquer l'Amérique des casquettes rouges, c'est-à-dire l'Amérique de Trump, venue d'espaces ruraux, qui s'informe énormément sur les réseaux sociaux, et la majorité des républicains, ils accrochent. Ils sont derrière Trump. C'est-à-dire que toute la préparation qu'il y a eu en amont sur la fraude, elle a fonctionné. Et une partie des pro-Trump, plus violents encore, va bientôt se trouver un nouvel espace de contestation. « 14 novembre 2020. À Washington, une nouvelle manifestation contre la fraude est organisée. Au milieu de la foule, Donald Trump apparaît à l'arrière de la voiture présidentielle.
La droite s'est détachée de la vérité, la défaite. Et elle est dans l'imprécation, le mensonge, le préjugé, l'expression du préjugé. Elle attise les flammes de la colère. Trump dit « Vous avez raison d'être en colère ». Donald Trump passe beaucoup de temps dans ces rassemblements. Et lorsque vous interrogez des personnes lors de ces manifestations, elles répètent presque mot pour mot les fausses affirmations qu'elles ont entendues dans sa bouche ou dans celles de ses alliés sur les réseaux sociaux. The American people are throwing this rally to let him know that we're here for him. We got his back. This is our rally for the president. Alors que le mouvement prend de l'ampleur, Facebook supprime des pages top de style, ferme des groupes. L'un avait atteint 300 000 followers en moins de 24 heures. Les fameux GAFAM ont commencé à signaler certaines fake news, à essayer de vouloir réduire la diffusion du complotisme sur leur plateforme, à essayer en tout cas, avec certaines bonnes volontés affichées. Dans le même temps, la plateforme vient de dissoudre son département de lutte contre la haine en ligne, Civic Integrity, mis en place avant la campagne présidentielle. Une dissolution justifiée par la fin de l'élection, comme si la victoire de Joe Biden signifiait la fin du conspirationnisme numérique. Conséquence, des milliers d'autres pages répandant l'idée de la fraude restent accessibles. Le problème, c'est que lutter contre le complotisme et que lutter contre les fausses informations, ça va coûter tout simplement des milliards et des milliards de dollars à Facebook et à Twitter. Et il semblerait que ni Facebook ni Twitter n'aient envie de dépenser cet argent. Parallèlement, les pro-Trump s'organisent aussi sur des plateformes alternatives loin des regards. La plus importante d'entre elles, The Donald.win. Les plateformes alternatives, en fait, c'est des îlots sur Internet, tout simplement, qui sont créés pour ne pas subir les règles des plateformes un peu plus installées. The Donald.win, un forum de discussion où l'anonymat est préservé et où la modération est quasi inexistante. Coup d'État, fraude, les soutiens les plus violents de Donald Trump y partagent leur colère et réfléchissent ensemble à un plan, agir le 6 janvier, jour de la validation de l'élection de Joe Biden par le Congrès. Toutes les personnes qui se retrouvent sur des forums alternatifs, ils ont l'impression qu'ils font partie de la résistance, avec cette idée que eux seuls peuvent libérer leur pays de la future dictature démocrate qui s'annonce. Leur but, empêcher le vote, y compris violemment. Ces éléments violents radicaux, ils voient la fenêtre, ils voient l'opportunité pour entraver le déroulement institutionnel d'une élection et ils veulent en profiter pour pouvoir semer le désordre. Ça, c'est une évidence. Quelques semaines plus tard, lors d'une seconde marche à Washington, des milices paramilitaires défilent. Proches de la mouvance complotiste QAnon, ils se font appeler Proud Boys, Oath Keepers, des groupes d'extrême droite ultra-violents et surentraînés qui s'agrègent au mouvement Stop the Steal. Donald Trump a légitimé l'expression de ceux qui, jusque-là, étaient plutôt contenus. On reconnaît les Proud Boys avec leur tenue, leur polo noir et jaune, on les reconnaît. Et c'est quand même des gens qui appellent à la violence et qui disent que tout ça va finir par une nouvelle guerre civile. C'est quand même assez impressionnant. Une guerre civile. Au même moment, sur The Donald.win, des messages de plus en plus violents se multiplient. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour défendre nos valeurs et notre mode de vie. Aujourd'hui, j'ai dit adieu à mes enfants. Jared Holt, spécialiste des réseaux d'extrême droite en ligne, voit alors passer les messages. Les semaines précédant le 6 janvier, on a vu beaucoup de messages vraiment violents apparaître sur The Donald.win. Les gens exprimaient très clairement leurs envies et voulaient s'attaquer au système politique. Toujours sur The Donald.win, des plans de l'intérieur du Capitole sont même partagés.
avec les points d'entrée et de sortie, et les tunnels cachés qui mènent au centre du bâtiment. L'idée était donc d'encercler le Capitole, d'essayer d'intimider les législateurs à l'intérieur et de profiter d'être sur place pour forcer les politiciens à revenir sur leurs décisions. Le 19 décembre, sur Twitter, Donald Trump attise un peu plus la fureur de ses partisans et leur donne même rendez-vous. Grosse manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez là, ça va être sauvage. « 6 janvier 2021. Jour de la validation de l'élection de Joe Biden par le Congrès. À moins de 2 km de là, des milliers d'électeurs de Donald Trump se retrouvent comme prévu dans l'attente de leur héros. Quand j'arrive vers 9 ou 10 heures sur Pennsylvania Avenue, la Maison-Blanche est juste là, il y a l'estrade, il y a des milliers de personnes. Les supporters, ils viennent de partout. Je ne sais pas encore sur quoi ça va déboucher, mais je me dis, le message que Trump a distillé au fil des dernières semaines, au fil des derniers mois, a vraiment trouvé un écho chez ces gens-là, quoi. Ils sont vraiment persuadés que l'élection a été volée. Democracy is busted. It's busted like a glass in the floor. It's done. Il y a des pancartes Stop the Steal, il y a des familles, on voit des groupes, des groupuscules d'hommes un peu en treillis, en tenue paramilitaire. Ça va un peu avec le décorum, mais on les voit pas armés. L'ambiance est assez tranquille jusqu'au milieu de la matinée. Et puis Trump arrive sur scène. Midi. Installé derrière une vitre, Donald Trump répète une fois de plus la théorie de la fraude. Our country has had enough. We will not take it anymore, and that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. Quand Trump prend la parole, l'optique, c'est vraiment de mettre la pression pour interrompre ce processus de dépouillement et de certification des votes du collège électoral. Donald Trump, qui est lui-même chauffé à blanc, enfermé dans la Maison-Blanche depuis des semaines, est repu de toutes les thèses conspirationnistes. Et puis il y a un moment dans le discours, moi je suis un peu, je sais pas, à 300 mètres de la tribune, où Trump dit « Et puis d'ailleurs, on va aller au Capitole leur expliquer à vos élus comment est-ce qu'ils doivent agir. » We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. Le président aurait dû savoir que cette foule serait déchaînée. Il recevait des briefings quotidiens des services de renseignement. Et je me dis, c'est bizarre, Trump n'a pas fini de parler, mais déjà ils vont au Capitole. Je me souviens, j'étais en ligne avec ma rédaction et je leur dis, écoutez, je ne vais pas attendre la fin du discours de Trump parce que ça commence à marcher vers le Capitole, je pense qu'il vaut mieux que je les suive. Pour ces militants qui étaient quand même préparés à ce que quelque chose se déroule autour du Congrès des États-Unis, c'est le top départ. Les patriotes se déploient, par centaines, puis par milliers. Et donc je les suis, et là, quand j'arrive devant le Capitole, c'est quand même une autre ambiance. Des barrières ont été installées, les militants, dans un premier temps, sont bloqués, mais l'ambiance est beaucoup plus électrique, quoi. Très vite, la foule brise les premiers cordons de sécurité. Les manifestants se rapprochent de l'entrée du Capitole, déterminés à empêcher la validation de l'élection. Et au loin, j'entends des grenades lacrymogènes lancées par les policiers du Capitole. Et puis les plus énervés, ceux notamment qu'on avait aperçus en uniforme, commencent à s'en prendre directement aux forces de l'ordre.
Et on comprend que l'idée, c'est quand même d'entrer dans le Capitole. Et là, je me souviens, je suis en direct quand ils arrivent à passer le barrage. Et qui commencent à monter, certains les marches, d'autres à escalader la façade. Et c'est un peu la stupeur, quoi. Au moment où je vois un groupe qui a réussi à forcer le barrage de sécurité et qui monte en direction du dôme du Capitole, peut-être 100 personnes, 200 personnes, un peu plus. Je vois des gens qui exultent, C'est la prise de la Bastille. The police are now running back into the Capitol building. 2 heures après le discours de Trump, une horde de partisans s'enfonce dans l'antre de la démocratie américaine. Des scènes diffusées et commentées en direct sur les réseaux sociaux. Je me souviens alors avoir envoyé des textos à mes collègues et de leur dire « Vous voyez ce qui est en train de se passer ?» Tout d'un coup, le monde entier réalisait ce qui était en train de se passer. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Ce jour-là, j'ai vu les forces de l'ordre perdre la bataille. C'était très perturbant. La peur envahit le Congrès. La séance de certification est suspendue. Les élus sont exfiltrés. D'autres, enfermés dans leur bureau, supplient Donald Trump d'appeler au calme. Mr. President, you have got to stop this. You are the only person who can call this off. Occupy the Capitol, let's go! We ain't leaving this bitch! Les assaillants envahissent les étages. Ils paradent, conquérants, dans les couloirs. Un peu avant 15 h, la tension est à son comble. La police ouvre le feu. Une manifestante est abattue. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que le président déchu appelle dans une vidéo ses partisans à rentrer chez eux sans réellement condamner la violence. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Après 5 heures d'affrontement, 5 morts et des centaines de blessés, la garde nationale met fin au chaos et chasse les assaillants. La ville impose un couvre-feu et les élus parviennent finalement tard dans la nuit à officialiser la victoire de Joe Biden. « 7 janvier 2021. L'Amérique est en état de sidération. Insurrection, invasion, assaut. Les unes des journaux reflètent le choc d'un pays tout entier. Good evening, everyone. We woke up to a different country today. A day later, the Capitol only now afforded the protection it should have had 24 hours earlier. The nation awoke and our flag was still there, but the aftershocks reverberate. Les images de l'intérieur du Capitole montrent une démocratie piétinée. Bien sûr, j'étais horrifiée par ce que je voyais. C'était juste l'expression la plus extrême de ce que nous avions vécu pendant l'année ou les 4 années précédentes en termes de désinformation. On a vu un leader politique qui a choisi de se plier à ses partisans et de protéger ses propres intérêts au détriment des intérêts du pays.
Vous avez l'irruption de la violence dans ce temple. Et donc il y a un aspect profanation. Si la démocratie américaine vacille, plus rien n'est assuré dans notre monde. Ce qui frappe, c'est le passage du virtuel au réel. C'est-à-dire que des personnes qu'on pouvait jusque-là considérer comme des hurluberlus, échangeant sur les réseaux sociaux, ça devient une foule qui attaque le Congrès des États-Unis. Et là, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Très vite, les politiques, les médias, les citoyens accusent les plateformes sociales d'avoir favorisé la diffusion de la théorie de la fraude électorale. Les plateformes ont fini par admettre elles-mêmes que l'assaut du Capitole, c'était aussi en grande partie leur échec et qu'elles n'ont pas su prévenir cet assaut du Capitole, qui est effectivement le summum de ce qu'a pu produire le complotisme, notamment le complotisme en ligne. Twitter et Facebook ont été, en tant qu'entreprise, mis en accusation pour leur rôle dans l'élection de Trump et pour leur incapacité en 2016 à avoir bloqué les messages de désinformation. Et en 2020, ils ont voulu montrer qu'ils avaient progressé. Sous la pression, les géants de l'Internet, généralement plus soucieux de leur image que des enjeux démocratiques, n'ont d'autre choix que de réagir, et de manière radicale. 24 heures après l'attaque, Facebook suspend le profil de l'ancien président. Le lendemain, Twitter décide finalement d'en faire autant. Il y a quand même une différence entre autoriser un discours qui est dangereux et autoriser un discours qui est juste une opinion divergente. Les plateformes sociales aux États-Unis ont finalement reconnu que ce que disait Donald Trump n'était pas seulement dangereux parce que c'était faux, mais dangereux parce que cela incitait à la violence. Lorsque j'ai vu que Donald Trump avait été banni de Twitter, j'ai pensé de manière un peu cynique, « Ah, donc il faut en arriver là. Si vous lancez une insurrection contre le gouvernement, alors peut-être que Twitter vous bannira. » En faisant cela, ils permettent à ce que ces discours complotistes ne soient plus si facilement accessibles au grand public. Et pourtant, Facebook et Twitter ont agi, me semble-t-il, beaucoup trop tard. Après des années de mensonges, Donald Trump va trouver de nouveaux moyens de communication pour s'adresser à ses fidèles. « 20 janvier 2021. Après 4 ans à la tête du pays, Donald Trump quitte la Maison-Blanche à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One. Donc Trump, avec son épouse, marche, fait un signe de la main aux équipes de la Maison-Blanche et à la presse qui suit ça. Et puis l'hélicoptère décolle, c'est très américain. Alors que Facebook et Twitter ont supprimé des comptes et que les autorités sont à la recherche des assaillants du Capitole, l'armée digitale du président, bannie des réseaux sociaux, trouve de nouveaux outils pour communiquer. Parmi eux, l'application cryptée Telegram. Telegram, c'est une messagerie chiffrée. Une messagerie chiffrée, c'est très simple. C'est qu'on ne peut pas voir les messages qui sont envoyés d'un internaute à l'autre. Le fait que des plateformes comme Telegram assurent à leurs utilisateurs de crypter leurs messages de bout en bout est un gage supplémentaire d'anonymat. Assurés de ne pas voir leurs messages supprimés, 25 millions de personnes ont migré sur la messagerie depuis la prise du Capitole. Et on retrouve les bannis, entre guillemets, de Twitter, les bannis de Facebook, où on retrouve encore le complotisme sans vraiment un grand encadrement et sans règles de modération. C'est depuis cette plateforme que désormais, Donald Trump s'adresse à ses fidèles. Telegram, c'est une messagerie qui peut ressembler à WhatsApp, mais qui a une fonction très importante, c'est de créer des chaînes. Et on peut avoir autant d'abonnés qu'on le veut sur une chaîne Telegram. Donc en fait, c'est une sorte de blog qui serait lu par des milliers et des milliers de gens potentiellement. Ce 20 janvier, avant de s'envoler pour la Floride, il envoie un dernier message à ses partisans, comme un appel à continuer le combat. We love you,
We will be back in some form. Il reconnaît toujours pas sa défaite et il laisse entendre qu'il reviendra. Voilà, qu'il part en Floride, mais qu'il reviendra sous une forme ou sous une autre. Et ça ouvre quand même pas mal de portes à ce moment-là. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Il n'est plus nécessaire que Donald Trump soit sur Twitter pour exister. Donald Trump a suffisamment distillé ses idées, son complotisme, pour que ses sympathisants, ses militants le fassent maintenant à sa place et sur d'autres plateformes. Sur Telegram, aux côtés de Donald Trump, qui diffuse ses communiqués de presse, se retrouvent ses plus fidèles soutiens, bannis comme lui. Le général Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale, ou encore les Proud Boys. Bienvenue au nouveau dans l'espace le plus obscur du web. Lorsque les données sont cryptées de bout en bout, cela rend le travail des forces de l'ordre et des services de renseignement extrêmement difficile. Il est difficile, par exemple, de déterminer si des terroristes préparent un attentat à la bombe. Je ne pense vraiment pas que tout cela soit fini. Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau 6 janvier ? Absolument. Really? In the Capitol on January 6th? 16 juin 2021. 5 mois après le 6 janvier, la théorie de la fraude électorale est reprise cette fois-ci par des médias et des politiques de premier plan. And speaking of January 6th, why are there still so many things, basic factual matters that we don't understand about that day? Tucker Carlson, présentateur phare du plus puissant média conservateur du pays, connu pour ses positions anti-migrants et climato-sceptiques, émet une nouvelle thèse sur le Capitole. Donald Trump a pu s'appuyer sur Fox News, une chaîne d'information, qui est la source d'information unique d'environ 2/3 de ses électeurs. But wait, here's the interesting thing. Ce jour-là, l'éditorialiste controversé assure que le FBI aurait orchestré l'invasion du Capitole pour faire accuser les pro-Trump et faire oublier la soi-disant fraude. They were almost certainly working for the FBI. So FBI operatives were organizing the attack on the Capitol on January 6th, according to government documents. C'est complètement faux. Ce n'est pas comme ça qu'on opère dans un cadre légal. C'est ce qu'on appelle un false flag, un faux drapeau. C'est cette idée que les actes terroristes auxquels nous sommes confrontés est due à des opérations sous drapeau. Autrement dit, à des gens qui agissent en sous-main et qui font croire que c'est une autre personne ou un autre groupe qui en est à l'origine. C'est une technique de manipulation et de déstabilisation extrêmement classique. Le false flag se répand très vite sur les réseaux sociaux. There's no conspiracy, but there's also no coincidences. En fait, le false flag renforce le grand mensonge. Et ce grand mensonge est ce qui menace le futur de la démocratie américaine. Le lendemain, le 17 juin, le complotisme alimenté par Trump gagne une nouvelle bataille politique. L'idée du false flag s'infiltre au Congrès américain. Un groupe d'élus, connus pour leur appartenance à des mouvances complotistes, l'évoque en pleine séance. We really need to know what the FBI knew and when they knew it. And not only that, we need to know what kind of role were they playing. Pour la première fois, dans le cénacle américain de la démocratie, un certain nombre des personnes élues vont diffuser des thèses complotistes. Avec cette nouvelle politique, on est dans le domaine de la foi, on est dans le domaine du sentiment. Le Parti républicain continue de se radicaliser. En réalité, le 6 janvier n'a pas arrêté ce mouvement, il y a une radicalisation. Ce parti est entièrement trumpifié. Donald Trump continue de s'exprimer par le biais d'autres élus, qui diffusent son discours et ses mensonges. Il n'a pas disparu.
Le 26 juin, pour son premier meeting depuis son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump réapparaît à Wellington, en Floride. 7 mois après sa défaite, face à la foule, le grand mensonge continue. They used COVID in order to cheat. They used COVID in order to rig the election and in order to steal the election. They used COVID. That's as simple as it gets. Depuis la défaite de Donald Trump, une 60aine de recours ont été déposés devant les tribunaux pour contester le scrutin. Aucun n'a abouti. Il n'y a pas eu la moindre fraude. Il y a eu une tentative d'aller à la Cour suprême où les 2/3 des juges maintenant sont très à droite. La Cour suprême a renvoyé également le recours. Aujourd'hui, on peut dire, il faut le dire, il n'y a pas eu la moindre fraude au moment d'une élection qui finalement s'est très bien déroulée. Malgré sa défaite dans les urnes, Donald Trump a remporté une victoire. Peut-être celle dont l'Amérique aura le plus de mal à se défaire, une victoire idéologique. Vous savez, même si Trump, la figure la plus importante et la plus brillante, a été banni, il y a encore tant d'autres voix et de sources de désinformation qui existent aujourd'hui. Et eux portent en quelque sorte le flambeau. Et même au sein de son parti, les voix qui tentent aujourd'hui de s'y opposer sont menacées. Trump a complètement phagocyté le Parti républicain. Il y a des élus républicains qui, dans plusieurs États, ont vu débarquer devant chez eux un matin ou un soir des dizaines et dizaines de militants, certains armés, hurlant et vociférant contre l'élu, tout simplement parce qu'il avait osé aller un peu à l'encontre de Trump. Pour gagner cette bataille idéologique, Trump s'est appuyé sur une nouvelle génération de militants conservateurs. Élevés avec les réseaux sociaux, ils ont, comme lui, utilisé le pouvoir du mensonge et de la manipulation pour s'imposer dans le paysage politique. Parmi eux, une certaine Lila Rose. Lila, please come up. Lila Rose. Thank you. I represent Live Action. I'm the founder and president. Lila Rose, une jeune Californienne qui a réussi à moderniser un combat conservateur. C'est un peu une Kim Kardashian de la lutte anti-IVG. Lila Rose, une trentenaire qui, à l'instar de Donald Trump, est devenue incontournable dans son propre camp, celui des militants anti-avortement. We were born into a country where it is legal for a mother, by the hand of a willing physician, to murder her own child. Lila Rose est devenue une star parce qu'elle était si différente de tous les autres militants anti-avortement. C'est une jeune femme très séduisante, très énergique et très passionnée. Hey, my girlfriend's pregnant. I was wondering if she can get an abortion. Avec ses caméras cachées, ses images chocs et ses campagnes Instagram, elle a levé une armée de militants toujours plus jeunes. Lila Rose est une activiste idéologique, radicale, d'extrême droite, qui est en train de profiter de l'audience qu'elle a réussi à agréger en ligne pour convertir les jeunes générations qui arrivent sur le marché de l'information. Son objectif, faire interdire le planning familial, l'organisme qui permet à des millions d'Américaines d'avorter. Une institution responsable, selon elle, d'un génocide. Planned Parenthood, you will be brought to justice. And Planned Parenthood, you will be defunded. Tour à tour activiste, lobbyiste, puis influenceuse, Lila Rose est devenue le nouveau visage de l'Amérique anti-IVG. Tout commence à San José, en Californie. Dans cet État démocrate et progressiste, Lila Rose grandit dans une famille conservatrice
entouré de ses 7 frères et sœurs. Sa famille est protestante évangélique. Et comme beaucoup d'évangéliques dans ce pays, ils ont des objections à l'égard du système scolaire public. Alors, Lila Rose a été scolarisée à la maison. En 1997, elle tombe dans la bibliothèque familiale sur ce livre, The Handbook on Abortion, le guide de l'avortement, une référence dans le mouvement anti-IVG. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce livre accumule les images chocs et son auteur affirme notamment qu'en cas de viol, le corps d'une femme peut naturellement bloquer la fécondation. Lila Rose a alors tout juste 9 ans. Elle a vu une photo de ce qu'elle dit être un fœtus avorté. Ça lui a fait tellement peur qu'elle a décidé de consacrer toute sa vie à essayer de criminaliser l'avortement dans ce pays. Quelques années plus tard, Lila Rose reprend une scolarité normale au lycée de San José. Elle a 15 ans et à l'âge où certains montent des groupes de rock, elle fonde son association Live Action afin de mobiliser les jeunes contre l'avortement. Elle a créé cette petite organisation à but non lucratif dans la maison de ses parents avec quelques amis. Elle a décidé de créer un groupe appelé Live Action et de porter ses messages anti-avortement dans les écoles. Elle avait une mission. Elle était fermement décidée à rendre l'avortement illégal dans ce pays. Le rêve de Lila Rose, réussir à faire annuler la décision Roe versus Wade, votée en 1973 par la Cour suprême, qui légalise l'avortement partout aux États-Unis. Roe versus Wade permettait pour la première fois aux femmes de tout le pays d'avoir un accès sûr et légal à une interruption de leur grossesse. Lila Rose déteste cette loi. 3 ans plus tard, en 2006, Lila Rose intègre la prestigieuse université de UCLA à Los Angeles. Avec son association Live Action, elle commence à pratiquer des actions chocs. Life Club there, Live Action, made a cemetery for the innocents. We made over 1,000 cardboard gravestones to represent lives lost by abortion over 30 years. Many people in our country, especially on our college campuses, don't know the huge tragedy that's taking place. Les arguments contre l'avortement, ils n'ont pas changé depuis 1973. Donc le génocide, le meurtre, c'est le même discours. Adapté à un public de jeunes filles, en fait, parce que c'est ça aussi, le public de Lila Rose, c'est des gens comme elle. Donc c'est des gamines, des adolescentes, des jeunes étudiantes. Nous sommes alors en 2006. Depuis quelques mois, les étudiants américains se connectent régulièrement à de nouvelles plateformes nommées Facebook, Twitter ou YouTube. Parallèlement à ses études, Lila Rose intègre une formation au Leadership Institute, l'organisme des futurs dirigeants du Parti républicain, dont le but est d'identifier, former, recruter et placer les conservateurs dans la politique, le gouvernement et les médias. Ils y apprennent les techniques de persuasion de masse, comment faire prospérer les idées conservatrices par des débats radicaux où on ne cherche plus le consensus mais où on cherche à imposer absolument ses idées. C'est là qu'elle va faire une rencontre décisive, celle de James O'Keefe. Ce jeune militant ultra-conservateur de 4 ans son aîné s'est déjà fait remarquer par les dirigeants du Leadership Institute avec des caméras cachées trompeuses. James O'Keefe est un personnage particulièrement toxique, issu de l'extrême droite complotiste américaine, et c'est un individu qui très tôt a compris l'intérêt de l'utilisation des plateformes sociales pour pousser son agenda idéologique. En mai 2007, les deux étudiants se mettent en scène dans ce qui va devenir leur mode opératoire, une caméra cachée. Hey, my girlfriend's pregnant. I was wondering if she can get an abortion. Where can I go for that?
Dans une clinique du planning familial de Los Angeles, Lila Rose se fait passer pour une fille de 15 ans, enceinte de son copain de 23 ans. Légalement, la clinique peut procéder à l'avortement, mais elle est aussi tenue de prévenir les autorités, car Lila Rose affirme être mineure. Lila Rose joue le rôle d'une fille très inquiète qui ne veut pas que son petit ami ait des ennuis. On sent que les employés de la clinique sympathisent avec elle et essaient de l'aider. Elle lui conseille de mentir sur son âge. Un montage biaisé où l'on ne voit pas l'ensemble de son échange avec le personnel du planning familial. L'effet est immédiat. Postée sur YouTube, la vidéo est vue par des milliers de personnes. Un premier succès pour Lila Rose, invitée sur Fox News. Ms. Rose wanted to show that Planned Parenthood was not following the law regarding minors and abortion. She told me to write a different birth date on the form, make up any birth date I wanted so that they wouldn't have to report the abortion. Lila Rose a surtout trouvé sa cible, le Planned Parenthood, le planning familial américain. Il y a cette obsession qu'il faut fermer le planning familial parce que c'est des machines à IVG, mais en réalité, l'IVG n'est qu'une infime partie, et pas du tout majoritaire, des actions du planning. Avec ces vidéos, la méthode Lila Rose est née. Please welcome Lila Rose. When the old media is silent, and when the abortion industry, with its allies, hides the slaughter and all of its consequences, it is our duty to expose all of it. 13 septembre 2008. À l'âge de 20 ans seulement, Lila Rose est invitée au prestigieux Values Voter Summit, grande réunion annuelle de l'élite conservatrice à Washington. Quand vous êtes invité à un événement comme le Value Voters Summit, c'est comme être intronisé dans le monde de ces stars de l'activisme. Sur scène, devant des centaines de personnes, elle se compare aux plus grandes figures de l'activisme américain. Why investigate Planned Parenthood? Why make these videos? Martin Luther King said the world needs creative extremists. This sort of creativity is what is now called the new media. Dans son discours, Lila Rose s'attaque à celui qui est devenu le nouvel ennemi des conservateurs. We opened one of our videos with a clip from the illustrious Barack Obama, addressing Planned Parenthood and thanking them profusely for all their great contributions to a fair and free society. Depuis un an, Barack Obama, jeune sénateur noir et progressiste, crée la surprise dans la course à la présidentielle. On a un véritable mouvement du refus de beaucoup de conservateurs radicaux face à ce candidat. Le fait qu'il soit africain-américain déclenche des réactions de haine et donc de violence qu'on a rarement vues chez les conservateurs. Les idées de Barack Obama sont relayées par ses équipes de campagne sur son site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, une première. Barack Obama a révolutionné la communication politique en 2008. C'est la première campagne de l'ère numérique, même si beaucoup d'outils sont encore balbutiants. Dans les rangs des conservateurs américains, dépassés par ces nouveaux modes de communication, Lila Rose et ses méthodes numériques s'imposent. Elle est un des visages de la numérisation politique du Parti républicain. Ça, c'est incontestable. Et de la volonté d'utiliser les mêmes outils que le camp d'en face. Please give a warm pro-choice welcome to Senator Barack Obama. Obama, un candidat qui, quelques mois plus tôt, s'est rendu au siège du planning familial à Washington. Thanks to all of you at Planned Parenthood for all the work that you are doing for women all across the country. Sur place, le démocrate adresse un message aux militants anti-avortement. There will always be people, many of goodwill, who do not share my view on the issue of choice. On this fundamental issue, I will not yield and Planned Parenthood will not yield. Ce soir de septembre 2008, au Values Voter Summit, Lila Rose lui répond. Planned Parenthood, you will be brought to justice. And Planned Parenthood, you will be defunded. Le financement du planning familial
va bientôt devenir le cheval de bataille de la jeune femme. « 4 novembre 2008, Barack Obama est élu à la Maison-Blanche. Hello, Chicago! Face à une foule immense, le président élu rappelle une de ses promesses de campagne. There are mothers and fathers who will lie awake after their children fall asleep and wonder how they'll make the mortgage or pay their doctor's bills. Le démocrate veut mettre en place une nouvelle loi qui révolutionne le système de santé du pays, l'Obamacare. L'Obamacare, c'est d'universaliser l'assurance santé, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois plus abordable et plus disponible pour tous et de meilleure qualité. Pour Lila Rose et ses partisans, l'Obamacare est en réalité une façon déguisée de financer l'avortement avec des fonds publics, ce qui est interdit aux États-Unis. Lila Rose ment sur un point très précis, c'est sur le financement des avortements sur fonds fédéraux. Depuis le milieu des années 1970, par ce qu'on appelle l'amendement Hyde, c'est interdit, le Congrès avait interdit à l'époque tout avortement financé par l'argent des impôts, par les fonds publics. Pour de nombreux conservateurs américains, il est inacceptable que l'argent de leurs impôts serve à financer un avortement. Lila Rose va moderniser l'argument en s'en prenant au financement du planning familial via une nouvelle série de caméras cachées. Amazing. What was that? Amazing. Why? We got every single thing. Everything. Unbelievable. Answer to prayer. It was an answer to prayer. Awesome. This looks like it recorded just fine. And this baby is still recording. Praise God. After. Praise God. God, you are. This was a very, very successful clinic. Teinte en blonde, Lila Rose déroule le même scénario. Celui d'une jeune femme enceinte de son petit ami, beaucoup plus âgé. Mais pour marquer encore plus l'opinion, elle déclare cette fois-ci avoir 13 ans. Surjouant la détresse, elle piège les soignantes et les pousse à la faute en abusant de leur bienveillance. Elle veut faire croire qu'il y a une épidémie d'abus sexuels d'adolescentes par des hommes plus âgés. Mais ce n'est pas le cas. Elle a entièrement inventé cette épidémie. Pour donner le sentiment que ces pratiques sont généralisées, Lila Rose poste une série de 8 caméras cachées, tournées dans 6 États différents. Il s'agit de faire croire que le planning familial est justement une organisation amorale qui ment, qui truque. Et c'est très important pour les conservateurs, ça fait vraiment partie de cette opération de discrédit apportée sur le planning familial. Une campagne virale qui est un succès. Wow, j'ai presque pleuré en voyant ça. Merci de faire ce que tu fais. L'avortement est un meurtre. Ces vidéos ont donné un coup d'accélérateur au mouvement. Ça faisait un moment qu'il existait. Ce n'était pas une idée d'elle de supprimer les financements du planning familial. L'idée circulait depuis les années 80. Mais il n'y avait jamais eu autant d'attention portée à cette campagne avant. Et ces vidéos ont permis d'influencer le vote des lois dans les États. La jeune militante met aussi en place un vaste plan de lobbying. Sur le site de Live Action, elle met à disposition de ses militants des mails préécrits à envoyer directement au procureur des États pour réclamer l'arrêt des subventions du planning familial. La campagne de Lila Rose fait partie des outils pour mettre la pression sur Obama, pour lui dire « prouve-nous que la réforme de l'assurance santé n'aboutira pas à des avortements financés sur fonds publics. » La pression est telle que Barack Obama est obligé d'intervenir en personne pour défendre le planning familial. En septembre 2009, face au Congrès, le président dément le mensonge des militants anti-IVG. It's not true. And one more misunderstanding I want to clear up. Under our plan,
no federal dollars will be used to fund abortions. La réforme est finalement adoptée, mais dans plusieurs États, suite aux vidéos de Lila Rose, la justice ordonne des enquêtes contre le planning familial. Et le Tennessee va même jusqu'à supprimer une partie de ses aides à l'organisation. « 1er février 2011. What's your name? Samantha. Joseph. Nice to meet you. It's good to meet you. Pour la première fois, Lila Rose ne se met plus en scène elle-même dans ses vidéos. Trop connue, elle risque désormais d'être démasquée. We're about the sex work. So we have some other girls that we manage and work with that they're going to need testing as well. Ils ont mis en scène des acteurs. L'un se fait passer pour un proxénète, l'autre se fait passer pour une prostituée. Pour ce nouveau scénario, elle fait appel à des jeunes qui ont rejoint son mouvement. La méthode est toujours la même, une série de caméras cachées, tournées dans des antennes du planning familial, pour faire croire cette fois-ci que l'organisation confrontée à un réseau de proxénétisme ne l'aurait pas dénoncé aux autorités. Just come in, let us know what you wanna. Like we do need to know what the appointment's for, but we're gonna be testing abortions. Un mensonge. En réalité, le planning s'est empressé d'envoyer un courrier au procureur général pour l'alerter de l'existence de ce pseudo-réseau. Massivement partagé, les vidéos font jusqu'à 300 000 vues en à peine quelques jours. Ce qui est très intéressant, c'est que là, désormais, dans un contexte où les républicains tiennent à la fois la Chambre des représentants fédérale, tiennent les législatures locales, ça enclenche immédiatement un mouvement contre le planning familial de très grande ampleur nationale. Une semaine plus tard, à Washington, un certain Mike Pence, élu de l'Indiana, évoque la fake news en pleine session parlementaire. You know, as a father of two teenage daughters, I see the video that came out this morning, I see the video that came out last week, and it's an outrage to me. C'est une nouveauté radicale. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières entre l'activisme militant, radical, et ses moyens souvent limite, borderline, et le politique. Dans la foulée, l'élu conservateur invite Lila Rose pour une conférence de presse commune au Congrès. And the response across the board from Planned Parenthood workers, instead of immediately reporting it, instead of trying to make any attempt to rescue or care for these young girls, is instead to cover it up and to aid and abet, to provide information to help these traffickers do their job and make more money off of these girls. Ces hommes blancs, plutôt âgés, 50, 60 ans, elle est un bouclier pour eux. Parce que quand ils attaquent le planning, ils peuvent l'utiliser pour dire « mais c'est sous les conseils d'une jeune femme qu'on fait ça », ils peuvent ainsi éviter de se faire traiter de vieux schnocks misogynes. La collaboration entre Pence et Lila Rose, ça démontre au début de la décennie 2010 qu'on est entré dans une nouvelle ère du Parti républicain. Lila Rose vient de changer de catégorie et pèse désormais sur le débat politique national. Thank you, Mr. Speaker. Début mars, s'appuyant sur ces vidéos, Pence propose un amendement pour supprimer tout financement public au planning familial. Public funding for abortion and abortion providers is an American disgrace. Mike Pence a longtemps essayé de supprimer les subventions du planning familial et cette vidéo lui a donné une chance d'atteindre son but. Tout est bon maintenant pour aboutir à la restriction de l'avortement, y compris des moyens de vidéos truquées, de fake news sur les réseaux sociaux. Le texte est finalement retoqué, mais 8 ans après la création de Live Action, Lila Rose est désormais une figure incontournable de la droite radicale. Once you open the door to the abortion industry, you open the door to a whole host of other evils. 12 avril 2014. Lila Rose est l'invitée de la Convention nationale pour la vie à Dublin, en Irlande. Pendant son intervention, elle présente sa dernière caméra cachée et vante l'impact de ses vidéos.
just the last few years, we've seen $71 million defunded at the state level from abortion giant Planned Parenthood. And this was hadn't happened before. Elle se félicite surtout d'avoir influencé la législation anti-avortement, notamment au Texas. In the wake of the undercover video of the late-term abortion industry last year, we saw a 20-week ban pass in the U.S. House of Representatives, and then it passed into the state of Texas, and now it's being introduced in other states. Ces lois dont parle Lila Rose, c'est ce qu'on appelle les trap laws. Sous prétexte de rendre plus sûres les conditions des avortements dans les plannings familiaux, ces lois posent des conditions tellement restrictives que les IVG deviennent en pratique impossibles. Les trap laws se présentent comme voulant améliorer les conditions d'exercice de l'avortement, améliorer la sécurité sanitaire des cliniques. Les trap laws obligent surtout les cliniques d'avortement à se conformer à des règles qui ne s'appliquent pas aux autres établissements médicaux. Ces lois les obligent parfois à réaliser des travaux très chers ou à obtenir des accords avec les hôpitaux proches. En Alabama, Arkansas, Floride, Indiana, Arizona, ces lois sont également votées. Il devient de plus en plus difficile d'avorter. Pour justifier ces trap laws, les élus locaux se basent souvent sur les multiples fake news diffusées ces dernières années par Lila Rose sur les réseaux sociaux. Si les vidéos de Lila Rose démontrent que le planning familial est nocif, est une organisation malhonnête qui se comporte mal avec les femmes, cela donne une raison pour le législateur de vouloir améliorer ce qui se passe dans ces cliniques et de vouloir réglementer ces cliniques, tout en pouvant dire « je n'interdis pas le droit à l'avortement, je rends ces conditions d'exercice meilleures ». Tout ça finit à avoir une situation où on a des États gigantesques aux États-Unis, où finalement il n'y a plus qu'une clinique, une structure, où il y a des gynécos qui acceptent de faire des IVG. We will see the end of this Holocaust. Entre 2011 et 2015, près de 300 lois restrictives ont été votées dans le pays. Une accélération sans précédent. Et aux abords des cliniques restées ouvertes, des militants de plus en plus radicaux manifestent, nourris aux images chocs sur les réseaux sociaux. Juillet 2016. Nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Because we thought we have to just show people what it is. It's amazing the ignorance out there. Hillary Clinton has probably never sat down and actually seen what an abortion procedure is. Everyone's talking about abortion, but no one really knows what it is. Lila Rose est invitée à un meeting républicain pour soutenir le tout nouveau candidat du parti, Donald Trump. Opposé à Hillary Clinton, le candidat, longtemps favorable à l'avortement, opère un revirement pour flatter sa base électorale. Clinton, who claims to speak for women, are saying that this empowers us? How dare they say that to us and turn us against our own flesh and blood? Quelques jours plus tard, Trump annonce le nom de son colistier dans la course à la Maison-Blanche. I would like to introduce a man who I truly believe will be outstanding in every way and will be the next Vice President of the United States, Governor Mike Pence. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Mike Pence, le soutien politique de Lila Rose. Je pense qu'avec Mike Pence, les chrétiens évangéliques ont eu l'impression d'avoir un type qui ferait les choses comme ils le voulaient eux. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Donald Trump élu président des États-Unis, Mike Pence entre lui aussi à la Maison-Blanche. Lorsque Donald Trump et Mike Pence ont été élus, j'ai pleuré. J'étais terrifiée parce qu'ils sont contre l'avortement. Des hommes comme Mike Pence ont sans cesse essayé de promulguer des lois restrictives et médicalement inexactes pour interdire l'IVG. L'entrée à la Maison-Blanche de Mike Pence propulse Lila Rose et ses thématiques au cœur du pouvoir. On retrouve désormais ses arguments dans la bouche du président. Donald Trump, effectivement, s'empare de l'idée que les avortements tardifs consistent à martyriser
un enfant, sortir dans des conditions atroces de l'utérus de la mère. America has a pro-life president, a pro-life vice president, a pro-life House of Representatives. Donald Trump invitera même Lila Rose à s'exprimer à la Maison-Blanche. We're also joined by someone I've watched really with great admiration. Lila, please come up. Lila Rose. Thank you. Thank you so much, Mr. President. It's really an honor to be here. Thank you for doing this important summit. Le fait d'être reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche a donné un poids politique supplémentaire à Lila Rose et lui a permis en fait de se faire une place aussi au sein des grandes figures pro-life aux États-Unis, et ça l'aide en fait à faire grandir sa légitimité, notamment en politique. Avec toujours un seul but en tête, faire interdire l'avortement. Mais pour y parvenir, Lila Rose devra dépasser la sphère politique et gagner la bataille de l'opinion. Un combat qu'elle a mené dès le début via les réseaux sociaux. « 14 novembre 2011. Dans un lycée de Los Angeles, Lila Rose, âgée de 23 ans, s'adresse à une assemblée de jeunes catholiques conservateurs. Well, hello again. Ce jour-là, pendant près d'1 heure, dans un discours prémonitoire, la jeune femme vante l'importance des réseaux sociaux. Through social media and through YouTube, through Facebook, we can just completely bypass all of those boundaries, all of those structures that are preventing the truth, and we can get the truth out to literally millions of people. Je pense que Lila Rose a compris assez tôt l'intérêt d'exploiter ces différentes plateformes sociales comme outil de court-circuitage, en disant on va pouvoir s'adresser directement à vous sans que vous soyez pollué par la bien-pensance à laquelle nous sommes tous exposés. I ask you to stand with me now. Face aux lycéens, le discours de Lila Rose se transforme en leçon d'influence en ligne. Even if you have 10 Facebook friends, that's an awesome opportunity. And then if just one of those people once a month share it with their 100 friends, you have reached 110 people. It's amazing what you can do. L'un des secrets du succès viral en ligne lorsqu'on produit du contenu sur les plateformes sociales, c'est de s'adresser à une communauté militante. Il faut atteindre une communauté qui elle-même va être en capacité de relayer et de recommander le contenu qu'on pousse à leur propre communauté. Sur scène, elle se félicite alors d'être à la tête d'une armée numérique. And 54% of live action's almost 200,000 fans are teenage girls between the ages of 13 and 17. Let me tell you something, that's an army. Watch out. Si Lila Rose est aussi précise sur la composition de sa communauté, c'est qu'elle travaille désormais avec un certain David Schmidt. Ce jeune militant, ayant travaillé au Parti républicain, est un avant-gardiste des réseaux sociaux. Avec son entreprise de communication, Evercore, il propose de cibler les jeunes. Atteindre les jeunes d'aujourd'hui n'est pas une tâche facile. Je sais où ils se trouvent sur Internet et je connais les méthodes spécifiques pour attirer et retenir leur attention. C'est sous son impulsion que Lila Rose s'est répandue sur les plateformes digitales naissantes. En l'espace de quelques mois, Live Action a créé son site, une page Twitter, ainsi qu'une page Facebook. Lila Rose est une digital native, comme on dit. C'est quelqu'un qui est né avec les réseaux sociaux et avec les codes qui lui sont associés. Elle pénètre assez rapidement ces plateformes à partir de leur création, et c'est ce qui explique une partie de son succès. Entre ses messages et ses vidéos sur toutes les plateformes, Lila Rose devient peu à peu un visage familier de la nouvelle génération conservatrice. « 22 janvier 2015. Comme tous les ans, les militants anti-IVG manifestent à Washington. Lila Rose y est accueillie comme une star. Do you follow her on Twitter? I do, on Facebook. Everything. Facebook, une arme redoutable pour Lila Rose.
grâce à une fonctionnalité qui lui permet de recruter de plus en plus de jeunes femmes, le micro-ciblage. Toute la force de la publicité sur Facebook repose sur ce qu'on appelle le micro-targeting. En gros, on va cibler des communautés extrêmement spécifiques. On peut cibler les femmes enceintes. On peut cibler des âges, donc une femme enceinte jeune. Concrètement, pour influencer l'opinion et augmenter son audience, Lila Rose paye Facebook pour atteindre d'autres profils que ceux de ses abonnés. La firme lui permet de cibler précisément les utilisateurs en fonction notamment de leur âge, leur sexe, leur centre d'intérêt ou leur lieu de résidence. Plus elle paye, grâce aux dons envoyés à Live Action, plus elle a de chances d'atteindre efficacement le maximum de personnes. C'est une capacité extrêmement puissante, chirurgicale, d'atteindre spécifiquement des audiences dont on sait qu'elles vont être en phase avec ce qu'on cherche à leur montrer. Et ce que Lila Rose diffuse grâce au micro-ciblage, ce sont des images chocs. Des fœtus avortés, des images brutales et culpabilisantes qui obèrent toute réflexion. Ce genre de message, il marche sur les réseaux sociaux parce qu'il est simple et il est manichéen. Il est manichéen parce qu'il y a le bien et le mal. Et là, dans le cas précis de Lila Rose, c'est le bien le plus absolu parce que c'est se battre pour des bébés. L'image est vraiment le cheval de Troie pour essayer de passer un message, notamment auprès des jeunes générations. Et pour ça, elle utilise des images choquantes, des propos simplificateurs. Elle cherche à attiser le côté sidérant, le côté violent, pour capter un maximum de l'attention. Et malheureusement, elle y arrive plutôt bien. Un exemple particulièrement réussi de cette méthode est une série de vidéos s'appuyant sur de l'animation que Lila Rose poste en février 2016. I'm a practicing obstetrician gynecologist and I've performed over 1,200 abortions. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Des images qui répandent de fausses informations sur les procédures d'avortement, adoubées par un gynécologue anti-IVG. Today I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. On peut penser que tout ce qu'il dit est vrai, puisqu'il est gynécologue obstétricien, puisque c'est un scientifique, voilà. Quand on regarde les vidéos et qu'on les analyse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans son discours qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Cette série propage surtout l'idée que l'interruption de grossesse serait extrêmement dangereuse pour les femmes. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Dans tout geste médical ou chirurgical, il y a des risques. Mais globalement, l'avortement, que ce soit par médicament ou par chirurgie, c'est une méthode qui est très très sûre, très peu dangereuse. C'est-à-dire que le risque de mourir pour une femme en poursuivant sa grossesse et en accouchant, il est 10 fois supérieur au risque d'interrompre une grossesse précocement ou au risque de faire une fausse couche précoce. Grâce au micro-ciblage sur Facebook, Lila Rose diffuse directement ses vidéos mensongères auprès de personnes qui pourraient le plus se sentir concernées. Facebook est une entreprise de publicité. Ce modèle de publicité ciblée créé par Facebook a généré un certain nombre de comportements qui sont dangereux pour la démocratie. Le résultat est édifiant. Les vidéos sur les procédures d'avortement atteignent plus de 12 millions de vues, un record. So beautiful. Mai 2019, Lila Rose attend un enfant et décide de partager sa grossesse. En plus de ses 2,3 millions d'abonnés Facebook, l'influenceuse suit la tendance et investit la plateforme Instagram. Instagram est une plateforme très en vogue qui s'adresse à une génération un peu plus jeune que Facebook par exemple et qui fidélise son audience d'abord sur du visuel, des photos ou des courtes vidéos qui peuvent être partagées à sa propre communauté. Le fait de s'adapter toujours aux nouvelles technologies, aux nouveaux réseaux sociaux et à leurs nouveaux moyens de communication lui permet aussi de rester à la page et de toujours toucher un public jeune. Sur cette plateforme, l'usage veut que l'on partage son intimité. Lila Rose s'y affiche donc aux côtés de son compagnon lors de son mariage ou à son bureau.
Elle se met en scène. Elle devient actrice, littéralement, de sa cause. C'est un peu une Kim Kardashian de la lutte anti-IVG. Elle va fédérer en fait une communauté telle une influenceuse. Donc ce sont des gens qui vont la suivre pour son parcours parce qu'elle a commencé très jeune et elle porte ce message depuis très jeune. Depuis 1 an, elle a eu un bébé, elle a énormément communiqué sur sa grossesse et elle a fédéré en fait des jeunes femmes qui l'admirent et qui ont envie d'être comme elle. Et elle les a fédérées en fait autour de cette idée d'opposition à l'avortement. Lila Rose lance même un programme pour recruter parmi sa communauté des ambassadrices chargées de relayer ses visuels anti-avortement. Elles vont publier, comme toute adolescente américaine, des photos d'elles en vacances, des photos d'elles au lycée. Et entre 2 posts personnels, elles vont publier des vidéos ou des publications où on voit en fait du contenu anti-avortement. Rassemblées par Live Action dans un groupe Facebook privé, elles reçoivent des conseils et des contenus créés sur mesure. Les 2000 ambassadrices n'ont plus qu'à relayer les messages de Lila Rose, agrandissant toujours plus l'audience de Live Action. Le fait de partager du contenu de Live Action et du contenu pro-life va permettre en fait à l'association d'accéder à des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes et qui ne sont pas forcément dans cette idéologie. Avec l'aide de ses ambassadrices, Lila Rose, l'influenceuse, organise un gala Live Action. Coût du ticket d'entrée, entre 250 et 100 000 $. I'd love to have all pro-life leaders like you there to celebrate courageous pro-life activism and to encourage even more of it in the future. Un gala qui lui permet surtout de lever des fonds. All proceeds from the gala will be used to fund our life-saving work of reaching millions online and in person with the truth about abortion and the humanity of the preborn child. Il n'y a pas de doute qu'avec l'audience qu'elle a, les abonnés qu'elle a sur les différentes plateformes, elle a une capacité de levée de fonds très significative. D'autant qu'elle se cache derrière un combat qui se veut désintéressé, qui se veut pour la bonne cause, pour sauver les petits-enfants. Depuis la création de Live Action, Lila Rose a récolté plus de 18 millions de dollars de dons. De l'argent qu'elle a dépensé sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité. En 15 ans, Lila Rose est devenue une figure incontournable de la lutte anti-IVG, passant de sa chambre d'adolescente au couloir de la Maison-Blanche. C'est une des leaders les plus charismatiques et les plus puissantes du mouvement anti-avortement. Elle a su rajeunir le mouvement. Dans son sillage, elle a emmené avec elle toute une génération de militants conservateurs. Les féministes américaines, elles ont vraiment cru que, parce que les jeunes des années 70 étaient plutôt féministes, toutes les générations suivantes le seraient aussi. Et Lila Rose, elle montre que non. Voilà, elle symbolise que la jeunesse américaine est en champ de bataille idéologique et que la droite religieuse, et anti-IVG en particulier, y occupe une place immense. Durant l'été 2021, le Texas a voté une loi très restrictive sur l'IVG, menaçant le droit à l'avortement. Un modèle qui pourrait se reproduire dans d'autres États. Trump a semé les graines des victoires prochaines et toutes prochaines.